Let's go! C'est Nelson Roberge pour le podcast Les Assemblages d'idées. Je suis présentement à la grande dégustation au quai du Vieux-Port avec Leonardo des Affaires Brassicole. Bonjour tout le monde. On lance le journal Les Assemblages d'idées en même temps que l'infolette d'affaires. Et cette série de podcasts est commanditée par Étiquette PDF. Et on a Guillaume Parenteau de Distribu Wabasso avec nous autres. Je pense que l'alcool commence à me frapper tout de suite tranquillement. J'en ai pas assez pris, non? Je pense que j'ai besoin de manger un peu ou je sais pas. C'est important. Boire et manger. Boire et manger, c'est important. Enchanté, bienvenue au podcast. On parlait juste avant qu'on commence à enregistrer. On jasait un petit peu de petits formats. Oui. Ben, en fait, on a lancé il y a quelques semaines Qualité Cocktail, qui est une nouvelle marque faite par la distillerie Wabasso. C'est des prêts à servir. On est vraiment sur la tendance des ready to serve qui viennent des États-Unis. C'est des cocktails comme au bar, concentration de 16 150 ml. On commence avec le mojito puis l'espresso martini. On a déjà une super belle réponse à la SAQ. On est toujours dans la même vision à la distillerie Wabasso. On est artisan du breuvage, fait qu'on n'a pas lésiné sur la qualité des ingrédients. L'espresso martini, c'est liqueur de café, vodka maison. On met notre propre cold brew. Je fais moi-même le cold brew en partenariat avec Torréficateur des Trois-Rivières au centre-ville de Trois-Rivières. 200 litres de café qui va dans chaque batch d'espresso martini. On rajoute un petit émissifiant vegan. Fait que comme au bar, on shake sur glace, on filtre, puis on a un espresso martini à la maison avec un beau collet de mousse. La mousse, ça dure pendant quelques minutes. Vous pouvez même mettre vos grains de café. Très, très, très fier de ce projet-là. Vous êtes une distillerie qui innove beaucoup, qui fait beaucoup de produits, qui regardait La cremette ou tout ça. La cremette, Oui. des choses comme ça. À un moment donné, justement, là, vous sortez ce produit-là quelques semaines. Combien ça prend de temps avant de décider de sortir un produit? Tu sais, tout le temps, le développement, de se dire... Ouais, OK. L'innovation en tant que telle, c'est quelque chose. L'idéation a déjà 2 ans, mais mettre tous les morceaux de robot ensemble pour que ça fonctionne, ça a pris à peu près 1 an et demi. Il ne faut pas oublier que c'est un nouveau segment de marché, donc il faut avoir l'approbation de la SAQ, avoir l'approbation de la RACJ, s'assurer qu'on respecte les normes avec Santé Canada. Vous savez, on ne veut pas répéter l'expérience de Four Locaux. Donc, tout ça, c'est d'avoir, dans le fond, la démarche qui nous permet de nous assurer la production, mais aussi la commercialisation du produit. Après ça, c'est les essais-erreurs. Ce qui a été plus difficile, en fait, c'est de trouver les bons ingrédients pour aller chercher ce qu'on fait comme au bar. Tu sais, vous savez, on fait une extraction de l'amande pour essayer d'avoir justement le goût le plus près de l'amande fraîche. Ça, c'est ce qui a été plus difficile à trouver avec nos fournisseurs. Pour ce qui est de l'espresso martini, c'est juste une question de choisir les bons grains de café, bien élaborer notre liqueur, puis s'assurer aussi qu'au moment de la mise en canette, on n'a pas des problèmes avec l'émission vegan. Parce que vous savez, quand on met un produit dans un contenant d'aluminium, on exerce une certaine pression. Trop de pression va créer des bulles d'air, puis là, on va se ramasser avec une émissification du produit. Donc, tout ça, c'était quelque chose de très technique. Mais je pense que l'exécution, c'est ça. On a réussi cet été là, à maîtriser l'exécution. Cet automne, on a réussi à livrer ça à la SAQ dans les délais impartis. Oui, il y a 2 questions là-dedans. OK. Une question, c'est comment vous avez payé votre machine? C'est ça l'affaire. On y va direct. Parce que moi, l'affaire, j'ai vu la Rousse. Oui. Nous autres, on a mis sur Baron Mac, tout ça, vous avez fait comme ça. Comment ça a été l'expérience de faire ça? C'était très rare dans la microbrasserie, dans la distillerie, de voir ça. On a... Oui, c'est une autre question, Leonardo. Dans le fond, le travail, la prémisse derrière ça, c'était une question d'essayer de créer justement un sociofinancement qui allait faire partie de la campagne pour la production des nouveaux produits. Fait que ce qu'on pledgeait, c'était des produits qu'on allait faire avec la canetteuse de 150 ml. On a été en mesure d'atteindre, même de dépasser nos objectifs, mais aussi on a travaillé avec nos partenaires aussi. La distillerie Wabasso, c'est pas juste nos produits, nos équipements, ils sont mis à l'ouvrage par d'autres distilleries, par d'autres microbrasseries. On travaille avec des microbrasseries pour la pasteurisation de leur bière déjà encanettée. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant aussi parce que le milieu de M. Brassicole a changé aussi avec le sans-alcool. Mais ce n'est pas toutes les microbrasseries qui peuvent se permettre l'achat d'un pasteurisateur pour assurer la stabilité de leur produit sans alcool. Puis nous, on a offert ça. Puis on a travaillé avec eux pour nous aider à faire le sociofinancement de notre campagne avec La Ruche. C'est ça qui a assuré en grande partie, en fait, notre succès de cette campagne-là.
Et ça a vraiment fonctionné. Puis avec ça, ça vous a aidé à la vente, bien sûr. Le monde a embarqué là-dedans, tout ça. Et comment c'est la préparation de faire cette affaire-là? Parce que vous associez beaucoup d'argent, quand même. C'est un des rares où vous associez assez d'argent pour ça. Comment ça a été la préparation, puis la mise en place et tout ça? Ça faire une campagne de sociaux. Oui, parce que moi, au début, j'ai eu peur. Il y a un moment donné, mais ça montait pas trop, puis c'était comme, oh. Mais j'étais quand même confiant parce qu'il y avait il y a eu beaucoup de discussions préalables avant de lancer la campagne pour s'assurer que nos partenaires y allaient nous suivre. Puis en effet, 30 jours, aller ramasser 60 000 c'est pas tout le monde qui peut se permettre ce type de campagne-là, mais nous, on savait que c'était un produit novateur. Qu'est-ce qu'on offrait comme contrepartie? On avait des partenaires qui étaient prêts à nous appuyer dans cette démarche-là. Puis ça nous a permis de se rendre là. Puis la campagne, en passant, c'est notre deuxième campagne qu'on Ouais, c'est avec le bar remorque. Hein? Fait qu'on avait déjà, dans le fond, on savait déjà c'était quoi le listing, on savait comment aller chercher des contreparties chez monsieur, madame, tout le monde. Puis, tu sais, 3 jours avant la fin de la campagne, on avait plus que 100% de nos contributions. Mais je vous dirais que c'est beaucoup de travail de fond avant de lancer la campagne. S'il y a des gens qui veulent faire une campagne de sous-financement, commencez pas day one à faire votre campagne. Commencez 30-60 jours avant, allez sonder votre crowd, voir son crowd à mettre combien, puis leur offrir des contreparties aussi qui sont intéressantes. C'est souvent ça qu'on oublie. C'est quoi le plus-value? Tu sais, on est allé vraiment porter des coffrets puis des contreparties que les gens avaient vraiment envie d'avoir, puis ils viennent chercher quelque chose qui a vraiment de valeur, tu sais. On voit souvent dans les campagnes de sociofinancement pour les entreprises en démarrage, puis tout ça, c'est souvent des projets qui n'existent pas, puis ils disent « Hey, faites ça! » Fait que c'est, tu sais, on a vu vous autres arriver là-dedans, c'était comme « Oh, en vrai, c'est un peu, c'est coquille, là. » Tu disais comme « Hey, let's go, on a besoin de vous autres, on veut faire de quoi? » Mais la réponse a l'air d'avoir été bonne. Le monde, il aime ça, de se sentir faire partie d'une business. Je pense que les gens étaient là pour nous appuyer. Puis, ça fait quand même 8 ans qu'on travaille à créer des produits qui sont de qualité artisanale, puis qu'on est toujours droit dans ce qu'on fait. Je pense que notre crowd nous suit depuis 8 ans, puis ceux qui nous ont appuyés, ils nous appuyaient depuis day one, là, tu sais, puis c'est 300 personnes. Là. On parle pas de 6000 contributions, on parle de 300 personnes qui ont contribué à la campagne, qui nous ont aidé à aller chercher le montant. Fait que, tu sais, c'est des gens qui croient en nos projets, qui nous ont vu aller, puis qu'il y avait une confiance sur qu'est-ce qu'on allait livrer, tu sais. Ça permet de pouvoir innover, tu sais, clairement avec le public, prendre le plus de temps qui se passe, puis d'être sûr que le monde va suivre aussi. C'est pas juste un entrepreneur qui dit hey, « moi, je pense que le monde a besoin de ça. » Non. On sait que le monde va... On est artisan du breuvage, hein? Vous savez c'est quoi la différence entre un artiste et un artisan? Vas-y donc. Tu sais, l'artiste, dans le fond, il crée pour lui, puis il offre au monde. L'artisan, il crée pour le client. Eh bien, pensez à un ébéniste là, qui construit un escalier dans la maison d'un gars. Il fait pas l'escalier pour lui, l'ébéniste. Oui, dans in fine. Mais ce que tu veux, c'est que le client, quand il monte et descend les marches, il est content du travail effectué. Fait que, tu sais, notre mission, c'est ça. On fait des produits de qualité artisanale où est-ce que les gens, ils ont un pied dans leur zone de confort, puis un autre dans la zone de découverte. C'est ça qui fait que notre signature, elle reste toujours. Deuxième question. Ah oui, c'est vrai. Deuxième question, comme tu sais, tu te lances un peu dans le créneau que tu crées aux États-Unis, puis le créneau des canettes en Australie, tout ça, c'est là. La gang de Saint-Laurent, c'est eux autres qui ont lancé les premiers là, mon liquide. Ils ont fait faillite, blablabla. Siard, il a poigné ça, on a fait des steaks comme ça. Ça les voir faire cette année, eux autres, ça va bien. Mon liquide va bien, tout ça. Les stratégies de marketing sont différentes. Eux autres, la gang d'avant était uniquement de la SAQ. Moi, j'ai tout ça trouvé stabilisé au bout quand t'as les restaurants, t'as les bars, t'as les hôtels, t'as les avions, tout ça. C'est quoi la stratégie à vous autres? Parce que je sais que la stratégie de la gang de Fjord, c'est l'expansion du marché du monde, comme des restaurants qu'ils n'ont pas le temps d'avoir un gars qui fait des cocktails. Cette affaire-là, tu l'ouvres. C'est quoi cette stratégie où tu vas aller avec ça? Ben, tu sais, en fait, nous, on reste quand même dans... c'est quand même sensiblement la même chose. Ça reste quand même que c'est un créneau de marché où est-ce qu'il faut voir évoluer le comportement de consommation. Ça reste quand même un achat de fin de parcours à la SAQ. C'est-à-dire que le plus-value de ce produit-là, il s'en vient vraiment dans le cas de figure suivant. Je m'en vais chez des amis, j'ai ma bouteille de vin, puis j'ai envie de faire l'apéro avec eux. Soit j'amène 4 canettes, j'ai mon mojito comme au bar, juste avant d'aller enclencher les bouteilles de vin. Puis c'est là qu'on va se positionner. Après ça, dans l'événementiel, c'est là qu'on veut aller chercher aussi d'autres situations où est-ce que le personnel, c'est souvent des bénévoles, puis il y a des festivals qui veulent
avoir un impact au niveau de la présentation qualitative de leur bar, mais on va se positionner là aussi. Je ne vois pas la restauration comme un créneau de marché qui est intéressant parce que au niveau du costing, ça fait pas école parce que eux, le volume qui passe avec le craftsmanship qu'ils ont, ils sont en mesure de monétiser un 26 onces de rhum, de la menthe fraîche, du sirop simple qui est du jus de lime. Mais quelqu'un qui fait un événement qui a peut-être de 200, 300, 400 personnes où est-ce qu'il y a un bar VIP, là, ça fait du sens. Le staffing est meilleur. Exactement. La base du prémisse de qualité cocktail, c'est de dire on va faire des cocktails comme au bar pour monsieur, madame, tout le monde, où est-ce qu'ils ne veulent pas avoir à faire l'achat complet de tous les ingrédients pour se rendre au produit final qui est un espresso martini ou un mojito. Fait qu'on va suivre la tendance de ce qui se présente. Nouvelle génération, comportement de consommation changeant, les single serve, puis on va pouvoir s'adapter en fonction de ça. Mais il y a déjà une très bonne réponse sur qu'est-ce qu'on a mis en place à la SAQ. Reste à voir à l'extérieur de la SAQ qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme partenariat. Parce que quand même, là, moi, c'est la discussion que j'ai eue avec quand je suis allé dans une d'aviation, une conférence, c'était ça, le single serving, c'est j'ai pas le temps d'avoir quelqu'un qui fasse un drink, à base c'est dans quelque chose de vraiment luxueux. Avoir un drink, ça maintenant tu vois Air Canada, qui veut donner de la bouffe, tout ça, c'est des affaires intéressantes d'avoir. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, ça reste encore une fois un gros travail de fond parce que c'est pas la même structure. Puis malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de plus-value. Mais à terme, ça va devenir quelque chose où les gens vont voir la valeur à l'extérieur de la SAQ, dans le milieu de l'aviation ou dans l'événementiel. Après la boule d'équipe et vous autres, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui font ça? On a quelques distinctions. En fait, nous, dans le format 150 ml, on est les seuls en Amérique du Nord. Il n'y en a pas d'autres qui font ce format-là. Après ça, dans les prêts à servir, Sky's the limit. Ouais. Dans le fond, du 220 ou du 100 ml, je peux vous en nommer 6 compagnies qui en font. En ce moment, à la SAQ, il n'y en a que 2, c'est-à-dire Amour Liquide et nous. Mais ça ne serait pas tardé qu'on va voir popper du 220, du 150. Peut-être plus du 175, mais les formats sont quand même dictés par les grands manufacturiers de canettes. Fait que ça reste quand même à voir, mais tu sais, honnêtement, ce qui est le plus facilement accessible, c'est du 100 ml. C'est l'équipement entier, en fait, qui est dur à trouver. Je vous dirais là, que c'est ça que... J'ai vu l'équipement, c'est difficile, hein? Ouais. C'est la gang de Dionex qui le fait ici au Québec, il y a d'autres qui le font. Mais c'est un équipement, il est difficile à faire, il est très difficile à travailler. Oui, c'est des petites canettes, ça tombe facilement, ça demande c'est un peu de l'horlogerie suisse, je vous dirais. Je l'ai vu aller ce machine-là, c'est quelque chose. Si on met de côté, là, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année prochaine ou dans l'industrie, bon, on sait que la consommation a changé à cause du sans-alcool, à cause du budget. Ça serait quoi d'autres sortes de défis que vous avez, vous autres, en tant que business au Québec? Pour assurer la pérennité d'une distillerie, il faut être capable d'être quand même bien présent sur le marché d'origine. Puis après ça, de voir si on peut transférer les succès à l'extérieur du marché. Fait que c'est sûr que, tu sais, nous, on voit en ce moment que tout ce qui a rapport avec le gin est en train de saturer, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec. Tu sais, ce qui prend le plus de valeur, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Si le projet fonctionne bien au Québec, il va falloir sérieusement regarder pour l'externalisation en Ontario, aux États-Unis. Puis, c'est de suivre la tendance du marché. Au Québec, on n'est pas des meneurs. Il faut déjà regarder ce qui se fait aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Moi, j'ai vu à San Francisco des drams de whisky irlandais à 40 % Est-ce qu'on s'en va vers ça? Je ne sais pas. Je crois pas que la situation politique au Canada fait que c'est difficile. Ouais. Les États-Unis sont beaucoup plus libérales sur des autorisations de ce type d'affaires-là, mais ça reste quand même que ça devient une tendance lourde. Le gouvernement fédéral provincial va s'adapter puis va légiférer dans ce sens-là. On voit quand même une belle progression aussi des produits à base d'agave au Canada puis au Québec. C'est quand même important de suivre la tendance à ce niveau-là. D'ailleurs, cet été, on lance un margarita en prêt-à-boire. Ah, OK. Donc, ça va être à suivre à ce niveau-là, mais c'est la même architecture de marque. Puis en fait, ce qu'on voit aussi, là, c'est que maintenir l'architecture de marque, c'est rendu essentiel.
pour avoir un beau positionnement sur le panogramme. Alors, vous avez tout le temps un peu les saisons, les choses comme ça par rapport au prêt à boire. Mais Ensuite, regarder l'architecture. et ensuite, c'est justement de dépasser les frontières du Québec. Exact. Tu maîtrises bien ton marché, tu maîtrises bien le monde, tu sais comment ça marche. OK, quel produit on est prêt à aller mettre. Puis encore là, ça prend plusieurs années d'études, de regarder est-ce que ça vaut la peine qu'on aille là ou est-ce que peut-être ça vaut peut-être plus la peine qu'on aille dans tel autre pays. Oui, Exact. ça, Il y a des opportunités qui se présentent. Il y en a que c'est des one-time deals. Il y en a que c'est du long shot. Je vous dirais que là, en ce moment, on se concentre sur qu'est-ce qu'on fait ici au Québec pour être bien positionné. Lorsqu'on va avoir une demande, là, c'est là qu'on va pouvoir commencer à mettre des démarches à l'extérieur. Mais pour l'instant... Et puis Crémette, comment ça va? Parce que la voile, le montage des prix, tout ça. Ah oui, c'est une excellente question. C'est quand même touché. Honnêtement, le prix de la voile demande de manière figurante. Fait que, je pourrais pas dire c'est quoi que l'avenir nous réserve. Honnêtement, on va essayer de maintenir un prix qui fait du bon sens, mais je garantis rien. Malheureusement, si on a 30 d'augmentation sur la matière première, Moi, j'ai eu des discussions avec Outback là-dessus. L'équipe, ils ont construit ici leur usine. La journée qu'ils ont fermé la POC, le monde, man, il y avait déjà sold out quelques mois déjà. Ouais. Mais on a vu le drink aux États-Unis, la grosse compagnie. Ils avaient des problèmes de production parce qu'il y avait trop de monde là-dessus. Ouais. La voile est difficile parce que tout le monde en veut. Moi, je vois de la voile dans mon café. Exact. C'est ça. C'était un bon produit que vous aviez là-dessus. Oui, merci. Mais oui, on va suivre la tendance. On va voir si les coûts des intrants sont trop élevés. On va juste augmenter le prix ou réduire la production jusqu'à temps que ça change. C'est une commodité, la voile, hein? Oui, c'est ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est ça. Il y a de l'avoine quelque part. Mais aussi, il y a quelqu'un qui arrête d'avoir de l'avoine, hein? Toute la business aussi de vous qui voulez développer l'exportation ou toutes ces affaires de tarifs-là, ça vient. Vous ne pouvez plus tellement développer de l'innovation ou que vous pouvez faire des petits projets. Il faut des fois socio-financement. Oui, c'est ça. Il faut des produits à forte valeur ajoutée. Si tu n'es pas capable de créer des produits à forte valeur ajoutée, tu ne pourras pas l'exporter, c'est clair et net. C'est ça qui est le plus difficile, en fait, c'est la compétition est féroce. Les États-Unis sont encore plus féroces. Les tarifs amènent de pénétration qui est impossible. Il faut focusser sur d'autres marchés qui sont plus accessibles, que ce soit l'Europe ou l'Asie. Mais les démarches et le temps d'arriver à des résultats, ça ne se compte plus en mois, mais en années. Donc, il faut vraiment choisir ses combats, attendre qu'il y ait une opportunité qui se présente, puis voir s'il y a vraiment des revenus qui vont s'attacher en fin de parcours. On maintient quand même qu'éventuellement, on va réussir à percer. Mais c'est juste que là, en ce moment, il faut avoir une bonne position de marché local. Et moi, en plus, il y a une guerre qui s'en vient avec les drinks Corinne. De plus en plus, ça vient en canette ici. Le Godio, c'est vraiment quelque chose. Ah oui, j'en ai goûté 2 tout à l'heure. Moi, je suis fan fini de cette affaire-là, tu sais. Mais ça s'en vient en canette ici. Oui. Tu sais qu'ils vont manger du terrain, cette affaire-là. Bien, il ne faut pas oublier que le soju, c'est une appellation qui n'est pas contrôlée, hein. Fait que tout le monde qui veut faire du soju, que tu sois un Québécois, un Américain ou quelqu'un qui veut en Corée, tu peux faire du soju. Après ça, c'est l'exécution, le branding. Ça va prendre la même valeur que la vodka. Fait que c'est à voir si la nouvelle génération va sticker sur ce type de produit-là puis créer un engouement. Mais on le voit très bien, là. Les BTS, K-pop, K-pop Hunter, c'est quelque chose que, tu sais, ceux qui n'ont pas vu la vague sont mis de passer à autre chose, ce qui est déjà trop tard. Puis on le voit aussi, là, les produits qui sont déjà en place à la SAQ. C'est pas mal bonnet blanc, blanc bonnet, là. Tu sais, on peut pas réinventer des saveurs de soja. J'ai eu le saké en canette aussi, c'est difficile à rentrer ici. Oui, ils avaient comme ça. Exact. Tu sais, je dis pas qu'il est trop tard, mais c'est pas quelque chose. Il faut s'attarder. Il faudrait vraiment créer une innovation. Puis les Coréens sont déjà en avance. Ils ont déjà. C'est logique, c'est sur raison. Les importateurs ont déjà une mainmise sur un portfolio qui a déjà un potentiel. Si on demande un soju à la banane, c'est sûr que ça va sortir. Il y a déjà 3 compagnies en Corée qui le font, là. Moi, j'attends mon soju à calmar. Oui. C'est sûr. Calmar. C'est sûr, mais c'est sûr. Le calmar, Léo, évidemment, c'est sûr que celle-là, je vous calmar. Guillaume, merci encore pour... Oui, merci Guillaume d'avoir jasé un peu de la business et tout ça avec nous autres. J'invite tout le monde à s'inscrire à notre infolette, les assemblages d'idées, qui est avec ce podcast qui est commandité par Étiquette PDF.
Et puis écoutez les autres podcasts qu'on a avec les autres producteurs et les autres acteurs de l'industrie du vin et du spiritueux. Merci beaucoup, Guillaume. Ça faisait Nelson. Merci beaucoup, man.